Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai. Ça, c'était bizarre, cette histoire-là. J'ai découvert ce livre-là en allant dans une librairie. Il y avait une librairie à Saint-Félicien dans mon village d'enfance. C'était un peu bizarre, là. En haut de ça, il y avait un genre de café, un café de grano, là, où t'avais du monde avec des rastas, pis qui faisait du genre, qui jonglait, des affaires de même. Mais dans l'étage du bas, avant que ça ferme, il y avait un bonhomme avec une jambe plus courte qu'une autre. Tu sais, ça, c'est des affaires de librairie, là. Tu rentres dans une librairie, puis il y a un bonhomme bizarre avec un pinch, les cheveux gris, une jambe de bois, puis il marche en boitant, puis il dit Hey, j'ai un livre à te montrer. Puis là, c'est tout le temps des affaires un peu. Tu t'attends tout le temps à ce qu'il te sorte d'un truc ésotérique. Puis le gars m'avait. Puis regarde, c'est drôle parce que tu vois qu'il était un peu toqué. À l'intérieur du livre, ça dit que je l'ai acheté le 24 avril 2008. Donc ça fait quand même un bail déjà. Donc c'est ça, c'était le monsieur bizarre qui m'a vendu ce livre-là. Le livre s'appelle Trop loin de Berlin. L'histoire, c'est vraiment fascinant. C'est l'histoire des camps de concentration qu'il y a eu au Canada. Donc peut-être que ça vous résonne quelque chose. Peut-être que je pense que la plupart ne savent pas cette histoire-là. C'est un épisode assez peu connu de la Deuxième Guerre mondiale. Puis c'est un épisode très peu connu de l'histoire canadienne. Je dirais pas caché, mais c'est très peu connu. Le contexte, c'est quoi un peu? C'est que 1939-1940, évidemment, on est en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. L'Angleterre est en guerre contre l'Allemagne et l'Allemagne menace d'envahir l'Angleterre. Donc, ce qui va être fait, hein, les attaques aériennes de la Luftwaffe, qui est l'aviation allemande, le 16 juillet 1940, donc Hitler déclare l'opération Otari. Et là, les Anglais, un peu avant, ils ont peur que cette attaque-là se produise. Et les autres, ils se disent, il y a des prisonniers. Parce qu'évidemment, dans chaque camp, il y a des prisonniers de guerre. Donc, il y a des Anglais qui sont prisonniers des Allemands. Il y a des Italiens qui sont prisonniers des Américains, etc. Un peu plus tard dans l'histoire, quand ils vont entrer en guerre. Et puis, évidemment, il y a des Allemands, quand il y a des batailles qui sont perdues, qui sont faites prisonniers par les troupes anglaises, sont ramenés en Angleterre et sont mis en prison là-bas. Sauf que là, les Churchill et le gouvernement britannique se disent, ben là, si jamais l'Allemagne envahit l'Angleterre, il va y avoir une rébellion dans les camps. Et puis, ces militaires-là vont se révolter, peuvent prendre les armes, ça peut mener à toutes sortes de troubles, fait qu'il faut les envoyer ailleurs. Donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on a une bonne solution, on va transférer les prisonniers au Canada. Donc, le Canada, à l'époque, est déjà un pays indépendant, mais c'est encore considéré d'une certaine manière comme une colonie anglaise. Donc, le 10 juin 1940, ça se passe à peu près un mois avant que l'Allemagne décide de frapper l'Angleterre de ses bombes. Le Mackenzie King, qui est premier ministre, dont on a déjà parlé dans le podcast sur l'affaire Gouzenko, lui, il accepte de recevoir les prisonniers. Donc, au total, là, c'est un chiffre qui paraît quand même énorme, là. Il y a 35 000 officiers, soldats allemands, italiens, japonais aussi, dont des pilotes, des commandants de sous-marins, des généraux, qui vont être répartis dans une quinzaine de camps. Et c'est vraiment des camps, là, des camps c'est pas des camps de la mort, là, on s'entend, c'est pas Auschwitz, c'est pas Birkenau, mais c'est des camps de concentration où on enfermait des gens. Des prisonniers de guerre étaient enfermés là-dedans, c'est clouturé de barbelés, puis il y a des gardes avec des guns, puis tu fais un peu des travaux forcés, puis des affaires de même, là. Fait que ça a existé chez nous, là. T'sais, on voit ça, puis on dit, je vois que le monde les gens vont en Pologne pour visiter des camps de concentration, puis ils n'ont aucune idée que ça a existé ici. Bon, pour d'autres raisons, mais ça a existé pareil. Donc, les camps sont principalement, comme je l'ai dit, Ontario, Alberta et Québec. Et on estime que ça, c'est le côté... c'est ce que j'appelle notre côté de la Fling Flang Nation. Hein, c'est notre côté... on a un côté, les Canadiens, puis ça, c'est pas juste québécois, c'est Canadien aussi, on a un côté très bric-à-brac, là, très on est dans l'improvisation, on fait des affaires sans trop avoir prévu. Donc, c'est pour ça qu'il y a au-dessus de 600 évasions, là, ça, c'est ce qu'on sait, là, qui ont été faites, des évasions réussies, là, de ces camps-là. Donc, il y a des gens qui se sont sauvés des camps, on les a jamais retrouvés, on sait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, ils ont des petits-enfants qui vivent... Peut-être qu'aujourd'hui, il y en a que leur grand-père ou leur arrière-grand-père, c'était quelqu'un qui était dans un camp de prisonniers, un Allemand nazi. Puis vous en avez aucune idée. Il s'est sauvé d'un camp, il s'est trouvé quelque part, puis s'est marié avec une bonne femme, puis ils ont fait une famille.
Donc, on a le livre est basé sur le témoignage d'anciens soldats allemands et aussi des archives de l'armée. Donc, je vais en parler un petit peu plus tard. Il y a des témoignages de plusieurs militaires, de plusieurs commandants, dans le fond, qui faisaient des inspections des camps pour aller voir un peu comment ça se passait là-dedans. Puis c'est comme ça qu'on sait à quoi ça pouvait ressembler. J'ai la liste des camps, donc je ne vais pas tous les nommer, mais c'est juste pour vous donner une idée de quoi ça pouvait avoir de l'air. Donc, le camp de Angler en Ontario, lui, il a été fondé le 10 janvier 1941. Il y a à peu près 600 prisonniers qui vont être là. Il va fermer le 29 juillet 1946. Puis ça, c'est une question qui demeure sans réponse. Pourquoi ces camps-là ont fermé un an, des fois 2 ans et demi après la fin de la guerre? Il y a des gens qui continuent à être enfermés là. On n'en a aucune idée pourquoi. Il va en avoir un à Bowmansville, près de Toronto. Il y en a un aussi à Chatham, en Ontario. Et celui qui va nous intéresser un peu plus, le camp de ce qu'on appelait de Cove Field, ou le camp L, qui était situé sur, attention, les plaines d'Abraham, et qui va fermer en 1941 pour toutes sortes de problèmes dont je vais parler un peu plus tard. Donc sur ce camp-là, on dit qu'il y avait 8 bâtiments, plus des tentes. C'était près du manège militaire, pour ceux qui veulent se le situer dans leur tête. Et après la guerre, ça a servi pour entasser des pauvres. Donc les baraquements, il y avait un genre de problème à l'époque de pénurie de main-d'œuvre, pas de pénurie de main-d'œuvre, mais de pénurie de logement, c'est-à-dire, et c'est là que quand ils ne savaient plus trop quoi faire avec les pauvres qui étaient errants, ils les enfermaient dans ces genres de camps-là. Et ça a été surnommé par peut-être les plus vieux, ça va leur dire quelque chose, ça a été surnommé par les gens du coin, le faubourg de la misère. Ce qui n'est pas nécessairement un nom intéressant pour décrire l'endroit où on vit. Il va en avoir un autre à Espanola, à Sudbury, en Ontario. Il va en avoir un autre à Farnham, donc dans la Montérégie. Il va en avoir un à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, où il y a 700 Juifs qui vont être internés là-bas et des soldats allemands. Parce que oui, évidemment, ça c'est un aspect qu'on ne comprend pas trop pourquoi. Dans le fond, les Juifs qui fuyaient l'Allemagne, qui arrivaient au Canada, on les mettait dans des camps. Donc c'est quand même un peu étrange. Il y avait aussi un camp qui était près de Saint-Jean-sur-Richelieu, et il y en a un aussi qui était à Hull, et lui il va fermer en mars 47. Je rappelle que la guerre est finie en 1945. Il va en avoir un aussi à l'île aux Noix. Je ne sais pas exactement c'est où, ça, l'île aux Noix, j'ai pas vérifié. Et un autre intéressant qui va être à l'île Sainte-Hélène. Donc l'île Sainte-Hélène, c'est l'endroit où il y a la ronde à Montréal, mais c'est pas connu uniquement pour qu'il y ait la ronde là-bas. On a interné là-bas 350 citoyens canadiens d'origine allemande et italienne, parce qu'à l'époque, la loi sur les mesures de guerre faisait peser sur le soupçon des citoyens d'origine étrangère. Dans le fond, on suspectait les Canadiens d'origine allemande d'avoir des affinités avec le Troisième Reich et Hitler. Donc, de manière préventive, ils étaient enfermés là. Ceux qui veulent voir des vestiges de ça sur l'île, le bâtiment principal, il y a un musée sur l'île qui s'appelle le musée Stewart. Donc, le bâtiment principal du musée, c'était une partie du camp d'internement où les gens étaient enfermés là-dedans. Il y a eu un camp aussi à Trois-Rivières. Donc, dans les années 40, effectivement, début 1940, il était situé près de l'ancien stade de baseball de Trois-Rivières. Et il y a entre 700 et 800 prisonniers qui vont être séquestrés là-bas. Ça nous amène à parler dans le livre, il y a des témoignages. Donc ça, c'est un peu une genre de mise en contexte, mais il y a des témoignages. Il y a l'histoire de Helmut Blume. Donc lui, c'est un Anglais d'origine allemande. Donc il est né en Allemagne, mais il a passé une partie de sa vie en Angleterre. Donc ses parents quittent l'Allemagne alors que Hitler prend le pouvoir. Puis lui, il est connu un peu au Québec parce qu'il était doyen de la faculté de médecine à l'université McGill. De musique, pardon, pas de médecine, de musique. Et sa famille, c'est ça, comme je le dis, quitte l'Allemagne, s'installe en Angleterre, puis là, il raconte que ça se passe bien. Lui-même, il finit par avoir un emploi, il travaille comme professeur, il fait ses affaires. Sauf que vers 1940, Churchill déclare que tous les réfugiés allemands sont suspects. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un jour, la police cogne chez lui, puis on l'informe qu'il doit être interné.
Donc, là, ils disent, les gars, les policiers le connaissent parce que c'est un monsieur connu dans le coin. Ils disent, ah, inquiète-toi pas, là, sûrement que dans 24 heures, tu vas être de retour chez vous. C'est sûrement juste un truc de routine. Et il raconte que ça a pris 7 ans avant qu'il revienne chez lui. Donc, 7 longues années. Et là, il raconte ça, c'est vraiment un bout. Tu sais, la guerre, c'est vraiment des histoires épouvantables. On s'imagine que le camp du bien, le camp du mal, puis il se passait des affaires sombres d'un bord, puis tout était jojo de l'autre, là, mais c'est pas du tout de même ça s'est passé. Donc il explique qu'ils sont mis dans un convoi, donc sur un bateau qui part de l'Angleterre, et la destination leur est cachée. Et là, les rumeurs, parce que tu sais, ce que veut pas les gens parlent, ils se disent, ben, on pense que dans le fond, le Churchill nous envoie être échangé, nous envoie en Allemagne pour recevoir en échange des prisonniers anglais. Et puis nous autres, on sait pas ce qu'on va finir là, dans des camps de concentration allemands. On le sait pas. C'est peut-être la mort qui nous attend. Et c'est là que certains prisonniers d'origine juive se suicident, malheureusement. Par contre, ils racontent que c'est ça. Là, ils font 9, 10, 12 jours, je me souviens plus exactement de bateaux. Finalement, ils se rendent jamais en Allemagne parce qu'ils débarquent au port de Québec, hein, le 13 juillet 1940. Ça paraît surréaliste. On dit pourquoi Québec est mêlé à ça. Et ils vont raconter là-dedans qu'à Québec, il y a une foule qui attend. Ils vont être hués à leur débarquement pour des raisons qui ignorent probablement que les gens pensent que c'est des nazis, alors que lui, c'est un citoyen britannique, mais d'origine allemande. Il va être détenu au camp de prisonniers des plaines d'Abraham, dont celui dont j'ai parlé. Et il va rapporter les mots des militaires. Hein. Il dit, quand on arrive, on est placé en rang, les rangs militaires, les rangs d'oignons, comme à petite école. Et le militaire qui est là, il fait le tour du convoi, puis il dit, bon, il dit là, on le sait que vous êtes juif, mais au Canada, vous êtes conscient, vous devez vous laver à tous les jours. Là. Puis là, il dit, tout le monde part à rire, parce que d'un, on n'était pas tous juifs, premièrement, puis il dit, de deux, moi, je vis en Angleterre, là, puis en Allemagne, les normes d'hygiène sont pas mal celles qui sont au Canada. Donc, c'est plein d'anecdotes comme ça dans le livre, un peu surréaliste. Là. On a de la misère à se figurer que tout ça est arrivé pour vrai. Et on a le témoignage c'est un peu les informations basées là-dessus, c'est qu'on a le témoignage du général Victor Allard et du capitaine Lionel Huard. Donc, lui, c'était le responsable du camp à Québec. Et il disait que, dans le fond, le camp se divisait un peu en deux parties. Donc, de ceux qui pensent que Hitler va venir... ceux qui pensaient, les prisonniers, que Hitler allait venir les libérer, et ceux qui sont des réfugiés de guerre, finalement. Et on apprend là-dedans que le camp était entouré de barbelés et il y avait des miradors avec des gardes armés pour surveiller en cas d'évasion. Mais c'est là vraiment qu'on apprend que ce camp-là était un désastre. Hein. Ça date pas d'hier qu'il y a des trucs un peu bizarres dans la ville de Québec. Donc, le rapport du général Allard, donc si les observations sont désastreuses, ils disent, bon, ben les hommes qui sont là sont pas entraînés, les militaires qui sont là sont pas entraînés, les uniformes sont inadéquats, on n'a pas les bons uniformes, on ne peut ou pas d'équipement. Après ça, on va dire aucun soldat avec de l'expérience. Puis là, il raconte à un moment donné qu'il est obligé, le responsable du camp est obligé de gérer une espèce de dépression post-traumatique parce qu'il y a un Allemand qui s'évade. Et puis la consigne, c'est évidemment, comme on est dans l'époque, là, c'est de tirer sur celui qui s'évade. Donc, il tire. Puis c'était la première fois qu'il utilisait un arme sur quelqu'un. Donc là, il est comme traumatisé. Puis là, ils savent pas trop quoi faire. Là. Il dit, ben là, c'est comme ça, on est en temps de guerre. Puis, ben c'est ça, les soldats sont peu préparés, ils n'ont pas d'entraînement, pour ça. Et il va dire dans son rapport, ça c'est le plus inquiétant, il va dire une évasion massive aurait été possible. Et le rapport d'inspection aussi du lieutenant Panet, le 12 août 1940, va dans le même sens. Il va dire là-dedans, il dit, bon, ben premièrement, premier problème, il mélange les prisonniers pro-nazis avec les juifs, donc ça crée des conflits, ça crée des problèmes. Il va dire, les clôtures de barbelés sont pas assez hautes, c'est tout croche. Il dit, il faudrait désherber tout le tour puis installer d'autres clôtures pour empêcher les gens de se sauver. Il dit, si en cas où quelqu'un se sauve, il dit, il n'y a pas de projecteur si c'est la nuit, donc on va le perdre dans l'obscurité. Il dit le travail est peu organisé. Et puis il conclut son rapport, il va dire elle, hein, qui est le nom de code du camp, il va dire ne peut pas être jugé comme un camp répondant aux normes face à des prisonniers pro-nazis. Ce camp serait très dangereux, il est situé au centre-ville et les civils peuvent s'en approcher.
Donc tu comprends même pas pourquoi ils ont eu cette idée-là. Ils ont sacré en plein milieu des plaines d'Abraham, camp de prisonniers, avec des nazis là-dedans, du monde finalement que ça aurait pu très mal finir. Et il va dire, suite à ce rapport désastreux-là, finalement, le camp va être classé temporaire sous sa recommandation. Puis ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que le camp allait être fermé à la fin de l'automne 1940. Et c'est ça, donc plusieurs personnages importants vont être enfermés dans ce camp-là. On va avoir le juge Fred Kaufman, qui lui va être... c'est un juge qui était à la Cour d'appel du Québec. Donc lui, à 16 ans, il arrive... à 16 ans, il arrive au Québec, et puis on va l'enfermer dans le camp de Québec. Il va être prisonnier là-bas avant d'être envoyé au camp de Sherbrooke. Et puis, je pense qu'il va faire un séjour au Nouveau-Brunswick aussi, où il va être enfermé. Kaufman va raconter les conditions vraiment pitoyables des camps. Donc, il va dire il y a une chiotte pour 50 à 100 prisonniers. Les soldats sont traités, les soldats allemands finalement qui sont là sont traités comme les civils qui sont enfermés, au même titre que les juifs aussi. Donc, il n'y a aucun traitement. Il n'y a aucun traitement préférentiel pour aucun type de groupe, alors que dans le contexte, ça aurait pu se comprendre. Il y a le colonel Watson aussi qui témoigne du désastre de ces camps-là. Il va dire c'est désastreux. Il dit à Trois-Rivières, par exemple, c'est tellement déficient que la communication compromet la sécurité. Il dit il y a un seul téléphone, il date de 1917, et le reste du temps, on fonctionne en tirant des coups de fusil en l'air. Donc il y avait un code, par exemple, si, mettons, il y a une évasion, on tire 2 coups de fusil en l'air. S'il y a telle affaire, on tire 3 coups de fusil. Et il va dire, en plus de tout ça, ils ont installé le camp à côté du stade de baseball, et à côté de là, il y avait un orphelinat à l'époque, et une simple clôture séparait le camp de prisonniers de l'orphelinat, ce que lui il trouvait désastreux. Et il conclut dans son rapport, il dit, il serait possible pour les prisonniers de s'emparer du commandant et de tout son personnel et de l'édifice du camp. C'est désastreux, là, je veux dire, ça montre vraiment notre côté un peu tout croche. Et puis, pour poser peut-être la question pourquoi on avait enfermé des citoyens d'origine allemande, c'est que à l'époque, bon, ben il y a un contexte un peu à tout ça. Là. Peut-être que ça, je referai un podcast là-dessus, là, dans la lignée pour en finir avec l'extrême droite. Donc, Adrien Arcan, qui était le représentant de l'aile fasciste québécoise, lui, c'est fait étrange, c'est un journaliste à la presse. Lui, il va fonder en 1934 le Parti national social chrétien, qu'on va appeler aussi les chemises noires. Donc, eux autres, ils portaient des chemises noires avec des croix gammées. Et puis ça, dans le livre, on a les photos de ça, les bonhommes avec les petits pinches carrés éclairiens. Tu te dis, c'est un peu weird que ça a été utilisé aussi. Puis c'est utilisé ici. Puis s'il y avait une espèce de police paramilitaire là-dedans qui était entraînée par Maurice Scott. Donc lui, c'était un ancien militaire qui avait œuvré à Kingston, en Ontario, qui entraînait cette espèce de milice-là. Et Arcan, lui, qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Il disait, ben là, moi, je veux qu'on retire le droit de vote aux Juifs, puis d'autres droits fondamentaux. Donc, il y a un contexte social de méfiance à l'égard de certains groupes pro-nazis qui œuvraient au Québec, puis aussi au Canada. C'est assez intéressant que le slogan de campagne d'Adrien Arcan dans les années 30, c'est « L'achat chez nous ». Ça nous ramène à cette fameuse histoire de l'autarcie encore. Et ceux qui pensent que c'est un petit mouvement, c'est un parti qui comptait environ 80 000 membres à un certain moment. Donc on n'est pas du tout dans une patente marginale qui avait aucun impact. Heureusement, le 19 juin, je pense 1940 ou 41, à Montréal, va débuter le procès d'Adrien Arcan. Donc finalement, ils finissent par le traîner en cours pour entrave à la loi sur les mesures de guerre. Donc vous savez que il y a une loi sur les mesures de guerre qui est déclarée. Et puis ben là, ceux qui font entrave au bon fonctionnement du processus militaire, dans le fond, se font traîner en cours. Lui, il y a 10 co-accusés. Parce que lui, finalement, il s'opposait à ce qu'on enferme des citoyens, il s'opposait à ce qu'on enferme des prisonniers allemands, puis il disait qu'on devrait les libérer. Donc,
Lui et les 10 co-accusés vont être internés au camp de Fredericton, hein, au Nouveau-Brunswick. Et c'est ça qui est intéressant, qui est un peu inquiétant, c'est qu'il y a d'autres membres finalement de la politique québécoise qui vont être envoyés dans des camps, dont le maire de Montréal, hein, un certain Camillien Hood, parce que lui s'était opposé à la conscription. Il était envoyé au camp de Petawawa le 5 août 1940 et il va être sorti uniquement 4 ans plus tard, en 1944. Je pense juin 1944 ou quelque chose comme ça. Donc cette époque-là montre, je pense que c'est intéressant de parler de ça parce que ça montre un côté qu'on connaît pas de notre histoire. Parce qu'ici, évidemment, quand on fait des cours d'histoire à l'école, c'est Maisonneuve a fondé Trois-Rivières, puis l'autre a fondé telle affaire, puis l'autre a fondé Montréal qui s'appelait Ville-Marie, puis etc., etc. Mais je dis pas que ces affaires-là sont pas importantes, mais les choses qui sont comme cachées de notre histoire, qu'on aurait avantage à connaître, ce serait le fun de les connaître. Puis une fois de temps en temps comme ça, j'ai envie de nous faire découvrir des côtés un peu cachés de notre histoire. Puis éventuellement, on reviendra à Monsieur Arcan Adrien de son prénom à un moment donné. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit un très bon livre là-dessus, qui s'appelle, je pense, Le Fureur québécois ou quelque chose comme ça, qui montre un côté vraiment... il y a un côté désastreux de notre histoire, mais c'est important d'en être au courant. Il ne faut pas cacher ça parce que c'est ce qui fait... l'histoire, c'est ce qui fait ce qu'on est, hein, au bout du compte.